Alors, on verra les films tout à l'heure, effectivement, parce que M. Jacquin de Schneider a une contrainte. Donc on va voir sa présentation. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Alban Jacquin qui remplace M. Vermonnet-Roche qui lui aussi a été appelé vers d'autres cieux de ses importantes responsabilités. Donc Schneider, il y a le site de Schneider Automation de Carrosse qui est labellisé là aussi depuis quelques temps. Et donc on va avoir à la fois la vision stratégie du groupe Schneider sur cette performance durable comme avantage compétitif, et puis un exemple concret, si M. Beaujoin veut bien témoigner. Voilà, je leur laisse la parole. Merci pour votre patience. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup de nous laisser intervenir et témoigner dans cette convention. J'ai eu la chance d'avoir une belle introduction par notre ami de l'Observe, notre président qui héritait d'une situation dans son ancienne entreprise pas forcément des plus reluisantes en termes de RSE. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer que Schneider Electric, humblement, fait son chemin en termes de responsabilité sociale et de développement durable en général, à la fois globalement et localement. On aura mon collègue Jean-Marc de Carrosse qui nous parlera de ce qu'ils font concrètement. Avant de vous parler de tout ça, ça marche hein. Super. Quelques mots sur Schneider Electric. Schneider Electric n'est pas une entreprise allemande qui fait des télévisions, je tiens à le dire. Parce que avant de rentrer chez Schneider Electric, c'est ce que je pensais. Et quand j'en parle à ma famille, c'est ce que beaucoup me disent. Ou alors des escalators ou des ascenseurs. Non, nous sommes une entreprise française depuis sa création. Nos créateurs avaient le tort d'être alsaciens, d'où le nom germanophone, mais c'est le seul lien avec l'Allemagne. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Schneider Electric, c'est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie. Donc en gros, on fait des systèmes qui permettent d'optimiser les consommations électriques de grosses infrastructures. On a parmi nos clients GDF Suez, d'industrie, de centres de données, de bâtiments et de maisons. Donc en gros, notre métier est déjà au cœur d'un des principaux enjeux du développement durable du XXIe siècle, qui est le changement climatique. Deuxième particularité de Schneider Electric, on est l'entreprise, certes la moins connue du CAC 40, mais aussi la plus internationale. On fait 40% de notre chiffre d'affaires dans ce qu'on appelle les nouvelles économies, ce que d'autres pourraient appeler les pays émergents, ce qui nous donne une caractéristique à la fois très équilibrée en termes de croissance, mais aussi très complexe quand il s'agit de mettre en place des politiques globales de RSE. On est également une entreprise qui croit beaucoup en l'innovation. On investit 4 à 5% de notre chiffre d'affaires chaque année dans la R&D, et on est une entreprise, ou en tout cas on l'espère, développement durable. Et je vais commencer par vous dire ce qu'est le développement durable chez Schneider Electric. Alors c'est trois choses. C'est d'abord, j'en ai parlé rapidement, notre métier, c'est de faire des économies d'énergie à nos clients. On est sur des marchés comme les smart cities, les villes durables, sur le réseau intelligent, sur l'efficacité énergétique de tous les bâtiments. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'Agence internationale de l'énergie considère que 50% des réductions d'émissions de CO2 dans les 30 prochaines années ne viendront pas des énergies renouvelables ou de la captation du CO2, mais bien de l'efficacité énergétique. Donc c'est vraiment au cœur du défi qui est tout simplement un défi planétaire. Deuxième chose, on essaye d'être les cordonniers les mieux chaussés. C'est à travers utiliser nos propres produits sur nos sites, on le verra avec Carrosse, mais c'est aussi un engagement responsable envers toutes nos parties prenantes. On a, et ça fera plaisir à Monsieur Bruno, un engagement auprès de nos fournisseurs. Les achats chez Schneider, c'est 11 milliards d'euros, c'est la moitié de notre chiffre d'affaires, donc c'est énorme. Et on ne veut pas seulement faire de la productivité avec eux, mais aussi de la responsabilité. Et on a notamment un objectif de 100% de nos fournisseurs recommandés, qui représentent la base de nos fournisseurs la plus étendue, pour être en ligne avec l'ISO 26000. Et dernière chose, on essaye de combiner ces deux choses, notre métier cœur et puis notre engagement responsable, à travers un programme BOP, base de la pyramide, qui s'appelle BIBOP, Business, Innovation et People à la base de la pyramide, pour essayer de développer l'accès à l'énergie pour les 1,3 milliard de personnes qui ne l'ont pas. Alors quand j'ai présenté ça à Bruno, il m'a dit c'est génial, mais en fait tu dis rien. C'est un beau discours, certes, et je suis d'accord. C'est pour ça que chez Schneider Electric, une entreprise responsable et d'ingénieurs, on a décidé de mesurer notre performance développement durable. On le fait depuis 2005 à travers un outil
À l'époque, il n'y avait pas de standard développement durable, on en a développé un qui s'appelle le baromètre Planète et Société, qui mesure de manière trimestrielle nos principaux plans d'action en termes de développement durable sur les 3 piliers, People, Planète, Profit. J'en ai cité un avec les fournisseurs, on en a un sur la réduction de nos émissions de CO2, on en a un autre sur la formation pour tous les collaborateurs, etc. etc. Et je peux vous annoncer en avant-première que cette année, la présentation des résultats financiers de Schneider Electric, qui aura lieu le 21 février, donc dans très peu de temps, sera également accompagnée de la présentation des résultats extra-financiers qui sera faite par le président de Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire. Et on est, comme l'année dernière, la première entreprise du CAC 40 à faire cette présentation intégrée des résultats financiers et extra-financiers. Preuve que même dans une grande entreprise du CAC 40, on peut traiter les deux. Je ne vais pas dire au même niveau, ce serait un petit peu trop présomptueux, mais en tout cas de manière parallèle et structurelle. Alors, maintenant, quel retour sur investissement? Parce que c'est ça l'objet de la présentation, et je remercie Bruno de m'avoir challengé sur la façon dont le présenter pour ne pas rester dans un discours seulement institutionnel, mais vous montrer des preuves, en tout cas je l'espère. Donc la première chose, c'est que c'est une obligation réglementaire. Aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise de plus de 500 salariés, vous devez reporter, de mémoire c'est 39 ou 42 critères développement durable, dans le cadre de l'article 225 du Grenelle 2. Et chez Schneider, on avait décidé de le faire en 2010, on l'a refait en 2011, on avait déjà en 2011 29 critères qui correspondaient à ceux de l'article du Grenelle 2 dans notre rapport annuel, et cette année, puisque de toute façon c'est une obligation, on aura les 42. Donc, première chose, c'est si vous ne le faites pas pour la planète ou pour votre réputation ou pour quoi que ce soit d'autre, vous devez le faire en France parce que c'est la loi. Deuxième chose, c'est aussi un ticket d'entrée pour les appels d'offres et un levier de croissance. Levier de croissance, j'en ai parlé rapidement, notre métier c'est l'efficacité énergétique, c'est les smart cities, etc. C'est un métier d'avenir. Et on peut voir, on avait dans notre précédent baromètre Planète et Société un indicateur de croissance de l'efficacité énergétique versus la croissance organique du groupe. Et sur le cycle de 3 ans, on a fait plus 9 points de croissance dans ces activités-là. Preuve que c'est un marché qui tire la croissance du groupe aujourd'hui. Et un ticket d'entrée, pourquoi? Parce que aujourd'hui, 20% de nos grands comptes, des GDF, des Walmart aux États-Unis, des Ford, des j'en passe, des Lafarge, etc., nous interrogent en tant que fournisseurs sur notre qualité, etc., mais aussi sur notre responsabilité sociale et environnementale. Est-ce que vous êtes ISO 14001? Qu'en est-il du travail des enfants, du respect du pacte mondial, etc. Aujourd'hui, si vous ne montrez pas patte blanche dans tous ces domaines, vous ne pouvez clairement pas participer à des appels d'offres. Alors 20%, ça peut paraître peu, c'était 0% il y a 5 ans. Et la tendance, elle est plutôt à l'augmentation exponentielle sur ce sujet. Troisième chose, c'est un gage de sérieux et de confiance. Aujourd'hui, il y a des grands indices éthiques boursiers, que sont le Dow Jones Sustainability Index, que sont l'indice que Vigeo a lancé en fin d'année 2012, qui montrent non seulement une standardisation et une évaluation par rapport à ses pairs, mais aussi un gage de confiance des investisseurs pour investir dans des entreprises dont le risque est limité. Parce que, encore une fois, moi je suis un believer, on va dire, je crois en développement durable, etc. Après, la logique, elle vient aujourd'hui, souvent et pratiquement toujours, d'une logique motivée par des économies ou une performance économique ou une mitigation du risque. Et c'est ce qu'on apporte avec la présence dans ces indices-là. Schneider Electric est depuis 10 ans, dans le Dow Jones Sustainability Index, qui est un des indices de référence, et depuis 3 ans dans le Carbon Disclosure Project, qui évalue les entreprises sur leur impact sur le changement climatique. Quatrième élément, cette présence dans les indices de développement durable de référence, elle se traduit dans notre capitalisation boursière. Aujourd'hui, Schneider Electric est la 5e entreprise mondiale et la première française en termes de détention par des fonds ISR, Investissement Socialement Responsable, qui représente à peu près 1 milliard de notre capitalisation boursière. Et ça, encore une fois, c'est une augmentation exponentielle de ces fonds-là en général. Ils représentent quelques trillions maintenant, alors que c'était quasi inexistant il y a 5 ou 6 ans. Et chez Schneider Electric, on voit cette tendance-là. Et c'est également, bien entendu, et il ne faut pas en faire quelque chose de... Enfin, c'est pas du greenwashing que de le dire,
je vais le dire comme ça, une augmentation de notre réputation et de notre impact marketing-communication. Aujourd'hui, au niveau institutionnel chez Schneider, 30% des articles viennent du développement durable, que ce soit notre programme d'accès à l'énergie, que ce soit les critères RSE dans le bonus des dirigeants, ça représente une bonne partie, ça intéresse beaucoup ça. Et puis nos programmes RSE plus locaux, on va dire, comme on va le voir avec Jean-Marc. Enfin, et ça c'est un élément auquel je tiens beaucoup, c'est un critère d'engagement et de fierté de nos collaborateurs. Aujourd'hui, il y a 90% des collaborateurs de Schneider, c'est une étude que j'ai réalisée il y a 2 ans sur 5000 collaborateurs de Schneider partout dans le monde, qui disent qu'ils sont fiers et engagés pour faire plus à travers ce que fait l'entreprise en termes de développement durable. Et c'est aujourd'hui un critère sur lequel on travaille avec les ressources humaines en termes d'attraction des talents, comme on l'appelle en langage RH, et de fidélité des collaborateurs. Et c'est clairement, là aussi, un avantage concurrentiel et compétitif. Alors, en conclusion, un symbole de notre engagement de développement durable, c'est vraiment la croisée des chemins entre le cœur métier et l'engagement responsable. C'est notre programme d'accès à l'énergie BIPOP, où on a à la fois la formation, et là c'est de la philanthropie pure et dure, on finance des centres de formation qui vont former des jeunes au métier de l'électricité pour que les solutions qu'on met en place soient pérennes dans le temps. Deuxième chose, on crée des solutions, des offres d'accès à l'énergie qui substituent aujourd'hui à ce qui existe en termes de kérosène, de lampes, etc. pour développer une énergie sûre, abordable et durable. Et troisième chose, on a un fonds d'investissement solidaire, qui est d'ailleurs ouvert aux collaborateurs du territoire France de Schneider Electric dans le plan d'épargne entreprise. Et ce fonds, en fait, il va investir dans des PME qui vont créer l'écosystème qui est nécessaire au fait que l'accès à l'énergie dans ces zones-là soit durable. Donc, je crois que c'était le dernier slide. Je voudrais juste conclure en disant que je pense qu'il y a 3 éléments principaux, avant de donner la parole à Jean-Marc sur l'exemple de Carros. 3 éléments principaux dans le succès d'une démarche de développement durable. Le premier, c'est les hommes. C'est que si les gens ne sont pas convaincus, ça ne marche pas. Et nous, chez Schneider Electric, on a la chance, d'une, que la direction de développement durable soit hébergée à la stratégie et pas aux relations de presse ou aux ressources humaines, ce qui nous donne vraiment une transversalité. 2, d'avoir un PDG et un président du conseil de surveillance convaincu. Et 3, d'avoir des hommes sur le terrain qui y croient et qui sont des bons élèves de l'engagement du groupe, voire qui font plus. La deuxième chose, c'est de l'innovation, et l'innovation, c'est forcément de la performance économique. Ça vous oblige à penser différemment vos business models, votre façon d'intégrer les coûts, c'est vrai, de ne pas seulement penser en coût à un instant T, mais en total cost of ownership, en coût sur la durée. Donc de l'innovation économique, de l'innovation sociétale, de l'innovation en termes des partenaires avec qui on va travailler. Et puis c'est une notion de communauté, d'écosystème. Moi j'aime beaucoup cette notion. Et c'est cette communauté, Lucie, on est un bel exemple. Et voilà, nous on est au cœur d'un métier où on essaye de réinventer le vivre ensemble dans les villes à travers les villes durables. Une entreprise, c'est aussi un laboratoire du vivre ensemble. Ce genre de communauté en est une autre, moi j'y crois. Et voilà, l'environnement, les enjeux sociétaux et environnementaux, ça dépasse largement le cadre de la ligne du bas d'une entreprise et on a tous notre rôle à jouer. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu qu'on essayait de faire les choses sérieusement et que c'est possible de le faire même dans un groupe mondial du CAC 40. Et Jean-Marc va maintenant vous montrer comment on le fait dans une filiale de ce groupe dans le sud de la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette vision stratégique effectivement du groupe et avec une petite intervention maintenant intervenir. Très rapide, bonjour à toutes et à tous. Jean-Marc Rougeouan, je suis un bon élève de la RSE. Si Alban vous a brossé quelque chose sur une territorialité mondiale de 130 000 personnes, je vais faire quelque chose de beaucoup plus modeste et réduit. Schneider Automation, filiale à 100% de Schneider Electric, 800 personnes. Notre business à nous, c'est de créer des automates programmables pour vous faciliter la vie et faciliter la vie de nombreuses entreprises. Donc j'étais responsable du projet RSE au sein de cette entité et nous avons été labellisés Lucie au tout début de l'année 2012 après un travail
15 à 18 mois, qui a engagé toutes les entités de l'entreprise, tout le personnel de l'entreprise, évidemment d'une manière très importante aussi. Monsieur Bruno a parlé tout à l'heure de Winston Churchill. Il y a de temps en temps aussi quelques contradictions au sein de la RSE. Vous savez ce que pensait Winston Churchill de la démocratie. Le pire de nos systèmes est le meilleur qu'il connaissait. Donc je constate une chose très importante, et ça sera mon premier point, j'en aurai 3 à débattre avec vous. Premier point, c'est la nécessité pour un chef de projet. Deuxième point, un petit gain. Troisième point, un devoir. Le premier point, si c'est la nécessité, et bien que nous soyons en démocratie, il faut quand même avoir le support du prince dans une entreprise pour que quand même la RSE fonctionne. Et c'est évidemment un message que je porte auprès des petites comme des grandes entreprises. Pour que ça fonctionne, c'est mieux d'avoir un sponsor qu'un petit pouvoir dans, on va dire, les cercles de décision importants. Deuxième point, le gain. Le gain dans une entreprise comme la mienne, parce que je vais vous donner un exemple aussi, parce qu'il y en a peut-être dans la salle comme ça, 800 personnes à Carrosse, ça veut dire, si c'est une entité géographique sur une territorialité connue et déterminée, vis-à-vis de mes patrons de Schneider, c'est quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire que mes patrons considèrent que vous pouvez très bien avoir un responsable ressources humaines qui est à Hong Kong, votre patron qui est à Hambourg, etc. etc. Donc, la notion de RSE dans une entité comme la mienne a eu un gain très très important de fédération. Fédération pour fédérer en effet des gens qui pouvaient être jugés et déterminés sur des critères business qui étaient complètement hors de la territorialité de Carrosse, petite entité dans le sud-est à une vingtaine de kilomètres de Nice. Et ça, c'était un gain important qui peut produire des effets très très amusants. Par exemple, celui-là est très efficace concernant la RSE. 800 personnes dans le sud-est, c'est 800 personnes qui se déplacent tous les jours pour aller travailler dans une infrastructure en effet routière qui est indescriptible de complexité et qui n'est absolument pas adaptée. Et bien, par exemple, depuis en effet 15 mois, nous avons 3 navettes qui fournissent 150 travailleurs tous les matins sur Carrosse, et ça a été un gain notable de cette activité RSE, et donc générée par le label Lucie. Donc ça, c'était le gain. Après, il y a peut-être un devoir, parce que quand on est une entité de 800 personnes sur un territoire comme celui dans lequel je travaille, nous considérons, et mon prince a considéré, et le Sherpa humble que je suis, même s'il était un peu plus âgé que le prince, le considérer comme tel, nous avons un devoir évidemment de transmettre et d'essayer d'amener nos partenaires locaux à procéder de la même manière. Et donc c'est ce que nous avons fait. Donc nous nous sommes inclus dans l'Union patronale 06, dans la Chambre de commerce et d'industrie, et nous commençons à apporter des témoignages auprès des industriels locaux pour que petit à petit, ils adhèrent à ce genre de processus. Les résultats arrivent très très vite, parce que nous avons travaillé en effet depuis 8-9 mois sur une activité de ce type, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, sur une entreprise de 70 personnes, que je connais très très bien désormais parce que j'en suis le parrain un peu RSE, et bien, il y a eu un gain de chiffre d'affaires significatif de 10 millions d'euros sur 10 ans pour une entreprise de 70 personnes. C'était très très significatif et très important. Le gain était simple, c'est que ce responsable d'entreprise était en pourparlers avec une très très grosse entreprise allemande, et donc quand cette entreprise lui a demandé, mais concernant en effet votre activité sociétale, qu'est-ce que vous pouvez nous montrer? Il a montré un certain questionnaire qui était du côté du questionnaire Lucie, quelque chose de très très proche de la 26 000, et ça a fait le petit déclic qui lui a permis d'obtenir ce marché. C'était modeste, mais enfin bon, on va continuer dans ce sens. Désormais, un dernier message qui est beaucoup plus personnel. Vous savez que c'est Jean Gabin qui devait dire, pour faire un bon film, il faut 3 choses importantes. Une belle histoire, une belle histoire, une belle histoire. Pour qu'un projet RSE fonctionne, avec un chef de projet qui soit en effet motivé, il faut, je crois, 3 choses importantes. Qu'il aime les hommes, qu'il aime les hommes, qu'il aime les hommes. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Restez, il y aura peut-être des questions. Pour avoir été en 2012 invité à un événement sur la RSE territoriale organisé par Schneider Electric avec d'autres partenaires, je peux vous dire que j'ai pris une leçon d'ISO 26000 et de RSE. C'était impressionnant tout ce qu'il pouvait faire. Il donne carrément une clé USB tellement il y en a, parce que je pense que ça passe pas par mail. Tellement il y a d'actions et tellement il y a une vraie intégration, ce que j'ai vu chez peu de structures. Alors on prend les questions, peut-être deux maxi parce qu'on est un petit peu en retard.
et puis pour respecter ceux qui ont des impératifs. Voilà. Que ça vous bride pas cependant. Hein. Oui, bonjour, Christine Piron-Vigio. Je voulais savoir finalement quelles ont été les remontées pour Schneider Electric de cette expérience menée chez Schneider Automation et si justement tout ce qui a été mené, les bonnes pratiques et les expériences territoriales que vous avez réalisées, comment vous avez réussi à les valoriser, à les déployer dans le groupe? Merci beaucoup pour cette question. On va faire le point de vue corporate et le point de vue local. C'est un challenger. Voilà, quand Lola et Jean-Marc sont venus me voir il y a 1 an et quelques, ils m'ont dit voilà tout ce qu'on fait. J'ai dit waouh, ok, d'accord. Et on était assez d'accord sur le constat de où en était le groupe et où on devrait aller par rapport à ce que eux ils ont réussi à faire territorialement. Maintenant, c'est pas pareil de faire bouger un voilier de 800 personnes qu'un paquebot de 130 000. Donc la première conséquence que ça a eu, c'était de façon assez informelle, mais ça s'est concrétisé, c'est l'inspiration de ce qu'ils ont fait à Carros dans notre nouveau programme d'entreprise qui s'est ouvert en janvier 2012, sur lequel on a intégré notamment la vision sur les achats, où pour en avoir discuté avec Lola qui travaille dans l'équipe de Jean-Marc, on disait notre ancien critère achat c'était le Global Compact. On voulait 60% de nos achats signataires du Global Compact. Et on disait c'est bien mais c'est déclaratif, c'est très quantitatif et c'est pas qualitatif. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a parlé du label Lucie et on s'est dit tiens l'ISO 26000 c'est vrai que maintenant c'est le standard, ça y est en 2011 ça sortait. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Et donc, notre nouvel indicateur sur les achats, ça a été, on garde le Global Compact, hein, on avait commencé à faire un travail d'éducation assez long là-dessus de nos acheteurs, on n'allait pas l'abandonner, mais on y accole une démarche qualitative d'évaluation par un tiers externe, en l'occurrence EcoVadis, des fournisseurs pour les évaluer par rapport à l'ISO 26000. Alors oui, on peut dire c'est parcellaire, oui, c'est pas parfait, etc. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Et des standards dans l'évaluation ISO 26000 des achats, il n'y en a quand même pas 36 000 non plus, sans mauvais jeu de mots. Donc du coup, voilà, on a commencé à faire ça et on rentre dans une démarche qui est complètement différente par rapport au dialogue qu'on a avec nos acheteurs. Ça, c'est une des choses qu'on a faites. Après, il y a aussi, dans l'autre sens, on a mis en relation Daniel Philippe, qui est le président de Schneider Automation, et les équipes de Jean-Marc, etc., avec des réseaux dont on est soit leader, soit partenaire au niveau insertion, sans chance, sans emploi, et donc qui est un peu dans la même veine que l'école de la deuxième chance, où on prend des jeunes qui sont loin du système de l'emploi, tout simplement, parce qu'ils sont discriminés de par leur origine, quelques critères que ce soit. Et on essaie de leur remettre le pied à l'étrier. Donc on a accueilli des gens de sans chance sans emploi dans l'entité Schneider Automation. Et on a également mis en relation Schneider Automation avec une entreprise dans laquelle on a investi à travers notre fonds d'investissement solidaire dans le cadre de l'IBOP, qui s'appelle Lavarap, qui fait de l'installation de panneaux solaires. Et en fait, cette entreprise a bénéficié du réseau et de l'ancrage territorial de Schneider Automation. Et on a également bénéficié de leur retour d'expérience sur les renouvelables, qui est une activité qui se développe chez Schneider Electric. Donc voilà, 3 types d'essaimage et d'échange d'idées sur la question de la réplicabilité à l'exact de ce qu'a fait Schneider Automation dans le groupe. Ça reste une question, on en a parlé avec Jean-Marc là, et on y travaille, et un de mes gros chantiers des 3 prochaines années chez Schneider, c'est vraiment d'essayer de professionnaliser la fonction RSE dans les pays, sachant que la définition de la RSE dans les différents pays est clairement différente d'un continent à l'autre. Jean-Marc, si tu as un mot sur... Oui, Alban permet de faire une magnifique transition avec l'image maritime qu'il a utilisée. Il a parlé de bateaux à voile et puis de gros bateaux en fer. Pour quelqu'un qui habite dans le sud-est et qui a beaucoup en effet navigué, je préfère comme par hasard les petits bateaux à voile. Et donc en effet, par rapport aux gros bateaux en fer que représente Schneider Electric, vous imaginez en effet qu'aujourd'hui, je fais du lobbying auprès d'Alban pour que en effet, notre initiative puisse tranquillement se répandre dans le groupe. Et c'est comme ça que ça fonctionne, on va être très très réaliste.
même si Monsieur Bruno nous a introduit le CEO aujourd'hui et président directeur général de Schneider Electric tout à l'heure, même si Jean-Pascal Tricoire est complètement convaincu dans un dîner entre quatre yeux de la pertinence de la RSE, dans une unité de 130 à 140 000 personnes qui doit parler aujourd'hui 50 ou 60 langues dans le monde à peu près, vous imaginez bien qu'en effet, ça ne va pas être très très facile même de descendre l'idée de notre maître à tous et de notre grand prince. C'est évident, ça va mettre en effet 3 ans. Et on sait très bien que c'est un temps de fonctionnement qui nous paraît complètement réaliste. Et si on y parvient en 3 ans, et si Alban y parvient en 3 ans, ça sera plus que respectable sur un magnifique projet. Merci beaucoup. Peut-être encore une question au fond. Ici, il y en a eu déjà. Ah, d'accord. Alors. Peut-être le faire comme ça, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ça arrive. On va prendre alors 2 questions, mais rapidement. Alors, des réponses. Droite ou vite. bonjour. Alors, je suis une ancienne Luciole et je me demandais par rapport à la démarche de Schneider Electric, qui est un superbe exemple justement de comment faire passer en interne un projet de RSE. Quelle acceptation ont eu les hommes en interne justement? Merci. De ce projet RSE, comment vous avez réussi à les fédérer et à leur faire accepter ces nouvelles pratiques? Vous avez entendu toute la question? Oui. Vous parlez au niveau du groupe ou au niveau de Carrosse? Je vais commencer par Carrosse, je pense que ce sera plus facile. Si on peut regrouper les réponses. Pour que ça fonctionne comme d'habitude en les fouettant. Vous imaginez bien. Vous imaginez bien. Voilà, évidemment, ça veut dire que si j'ai pu employer le mot de fédérer des individus, la première chose et la première consommation énorme d'énergie, quand j'ai parlé du prince, qui est d'accord, bien entendu, c'est de parler, de communiquer, et de communiquer réellement, c'est-à-dire en réunissant des groupes qui soient compatibles avec des échanges humains réels, c'est-à-dire s'il y a 800 personnes dans l'entité, il faut faire entre 30 et 60, voire 80 réunions pour que réellement il y ait une communauté qui se passe et qu'il y ait des échanges réels qui se passent. Et vous devez en effet affronter aussi les contradictions et les lever le plus. Il y a un propos dialectique qui est évident, parce qu'il y a beaucoup de contradictions qui sont existantes au sein de cœur de n'importe quel homme concernant cette activité RSE, et donc avec les choses qui sont difficiles. La ligne du bas est complètement pertinente, les gens sont jugés sur la ligne du bas, les gens sont principalement jugés sur un retour sur investissement, et là vous dites, les temps sont différents. Les temps sont différents, c'est plus court terme, c'est différent. Et bien donc, en effet, vous avez ces dialectiques, vous avez formidablement, je le répète, de paradoxes à gérer, et pour gérer ces paradoxes et pour les dépasser, nous avons travaillé comme ça, c'est-à-dire en interactivité très très proche avec les individus, en utilisant aussi toutes les ressources réelles de la légalité française, c'est-à-dire il y a des CHSCT, évidemment, il faut les convier, il y a des comités d'entreprise, il y a des gens qui sont élus au sein de ces comités, il faut parfaitement respecter en effet toute cette démarche démocratique qui correspond à notre République, et comme il faudrait la respecter dans d'autres unités qui parlent une langue différente que la langue française. Voilà comment on a agi. Alors c'est évidemment, c'est un projet, et c'est quelque chose donc à déterminer comme une démarche projet, avec en effet des étapes où on tente quelque chose, des étapes où on vérifie cette chose, où on la valide, etc. Donc groupe pilote au début, et puis voilà, on avance tranquillement. Comme un fonctionnement de projet. Bon, vous relisez le PMI et puis vous avez sensiblement la structure du projet qui a été développée au sein de Schneider Automation à Carrosse. Ok, alors j'ai promis une toute dernière question. Merci. Je vais être rapide, Bruno. Vous avez cité beaucoup de points positifs. Quand on vous connaît dans le monde électrique, on peut dire que c'est vrai. Est-ce que vous pourriez citer quelques améliorables au niveau du groupe et au niveau du site du Sud-Est? Excusez-moi, j'ai mal. Ceux qui font l'objet d'engagement lucide, on peut les dire. Déjà, les prochains chantiers il y a un chantier qui est très très global à Schneider, qui est déjà, on va dire, l'éco-design. L'éco-design, et pour nous c'est très très important parce qu'on a la chance sur Carrosse d'avoir une entité qui est unique et qui mélange, et c'est très rare dans Schneider, une activité de R&D marketing et une activité de fabrication.
Et donc là, je pense qu'on va être aussi un magnifique laboratoire pour Schneider pour positionner, aller plus loin dans l'éco-design, c'est-à-dire considérer la démarche RSE et éco-design, comme l'a dit M. Bruno tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes ces externalités, en effet, c'est très très gentil de faire des automates, mais si on ne se préoccupe pas dans les designers qui aujourd'hui les designent et qui sont 400 dans l'entité de carrosse, si on ne se préoccupe pas de l'après-utilisation, c'est sensiblement de l'escroquerie, et ça, nous ne le voulons plus. Alors c'est vrai que c'est pas formidable pour le moment, mais nous avons, comme par hasard, déjà, une personne qui est utilisée, enfin, dont c'est le métier aujourd'hui, à 100% sur l'activité, et cette équipe va grossir, et on espère aussi que ça fera aussi tâche d'huile tranquillement chez tous nos collègues. Par exemple, deuxième point sur un plan d'action. Plan d'action concernant les achats, il a été formidablement élaboré. Donc on a une vision qui est aussi formidablement territoriale du côté de Carrosse, c'est qu'on essaie de faire vivre le plus possible le tissu local. Je dirais même, et j'ose à peine le dire en présence d'Alban ici, qui représente plus ce qu'on appelle le corporate, c'est-à-dire peut-être même de jouer un petit peu avec aujourd'hui les politiques globales Schneider du groupe pour déterminer et pour positionner d'une manière très, très claire et puis avec une initiative très claire que le tissu local de tous nos partenaires locaux est très important et qu'on souhaite le faire vivre et, tant faire se peut, l'amener également vers la RSE, c'est-à-dire en faisant des audits chez ces gens-là et en essayant d'améliorer la qualité de fabrication de leurs produits et services. Voilà 2 exemples. Et la boucle est bouclée. Merci beaucoup. Je vous propose de regagner vos places. On est contraint un petit peu par le temps. Et donc, un petit film en transition avant d'accueillir Romain Ferrari. Voilà, un autre membre de la communauté Lucie que je vous laisse découvrir.